Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dans la cage, le premier de 2021, en espérant avoir une grosse année au niveau des arts martiaux mixtes. La dernière a été pas pire, a été un petit peu chamboulée, on va se le dire, mais moins que pas mal d'autres sports. Soyons chanceux là-dessus. On espère que 2021 sera belle pour vous tous qui nous écoutez à la maison, pour tous les amateurs d'arts martiaux mixtes. Merci énormément de nous suivre. Vous remarquerez peut-être que je suis seul aujourd'hui. Et ouais, je commence l'année 2021 sans mon comparse Patrick Côté, qui, vous le savez, est un homme extrêmement occupé. Donc, beaucoup de projets pour Pat. Je pense que lui va avoir une grosse année 2021. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui pour l'enregistrement. Mais, on a un plan B de luxe. Laissez-moi vous dire ça, parce qu'on va passer une très bonne partie de l'émission avec un combattant actif, une vedette de l'UFC. Charles Jourdain qu'on retrouve. Salut Charles, comment ça va mon ami? Merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment content d'être avec toi. Écoute, à pied levé, à part de ça, vraiment, numéro un de ton côté, très, très, très gentil de ta part, parce qu'en plus, on va se le dire, je disais que Pat est occupé, toi aussi, tu es quand même pas pire occupé, parce que toi aussi, je pense que 2021, t'espères que ce soit une grosse année, hein? Absolument. 2021 va être bien meilleur que 2020. 2020, c'était un ajustement pour tout le monde, que ce soit dans leur carrière, dans leur vie de tous les jours. Tous les gens ont eu une année pour s'ajuster. Je pense que 2021 va être quelque chose de bien pour tout le monde. OK, il faut parler, Charles, de ce qui s'en vient pour toi, parce que plusieurs Yes. rumeurs. Est-ce que tu peux nous confirmer des choses là, aujourd'hui Dans la cage, ton prochain combat? On a vu à quelques endroits que ça allait se passer au mois de mars, le 13 mars 2021. On a même vu des noms passer. Steve Garcia Jr. Confirmé tout ça? Dû au fait que l'UFC ne l'a pas encore annoncé, je ne peux pas encore dire l'adversaire. Il y a des gens qui l'avaient, il y a des gens qui ne l'avaient pas. Il y a beaucoup de gens qui ont prédit. Mais pour ce qui est de la venue, c'est Las Vegas le 13 mars. C'est le 13 mars, en plus, qui est l'anniversaire de mon petit frère Louis. Fait que ça va être une bonne soirée pour nous deux. Oui, on va se le souhaiter, effectivement. On va parler de Louis dans quelques instants parce que c'en est un autre combattant. On en a souvent parlé au podcast. Un gars qui essaie de faire sa place à l'UFC et on sent que lui aussi, 2021, ça pourrait être l'année de l'éclosion. Qu'est-ce que tu peux Absolument. nous dire sur ce qui s'en vient pour toi là, au niveau du mois de mars, sans nous donner le nom de l'adversaire, mais est-ce qu'on parle d'un gros nom? Est-ce qu'on parle d'un gars qui peut être dangereux là, pour toi? Ben écoute, je suis arrivé à l'UFC en combattant des gars qui avaient énormément d'expérience, contrairement à la mienne, des gars plus vieux, des gars plus expérimentés, des gars qui avaient toutes les raisons de me battre, dont Do Choi, dont Philly. Puis, je mettais toujours beaucoup d'énergie sur c'est quoi son expérience, c'est quoi son style, qu'est-ce qu'il a fait, il a quel âge, qu'est-ce que ça va changer, puis tout. Puis après ça, j'ai combattu l'Australien à mon dernier combat à Abu Dhabi. Puis moi, dans ma tête, j'étais le A-side, puis ça allait tout changer, mais ça, c'est juste du bruit. C'est pas des détails importants. Il y a des choses importantes à prendre en compte, mais ça fiche, peu importe, ça reste un homme qui est devant moi. Puis, tu sais, je pense qu'une fois dans ma carrière, j'ai combattu quelqu'un de plus jeune que moi. Tu sais, je suis arrivé à l'UFC quand même assez rapidement. Mm. Puis, tu sais, même si j'avais plus d'expérience, la personne, tu faisais exemple 10 ans qui se battait professionnel. Moi, ça en fait 4. Fait que, tu sais, je suis quand même un nouveau. Puis là, je mettais beaucoup d'énergie sur ces affaires-là de c'est qui le A-side, c'est qui le B-side, c'est qui l'underdog, c'est qui l'est pas, qui a plus tu sais, des détails, mais à la fin de la journée, ça reste un homme, ça reste quelqu'un qui est là pour gagner. Il n'y a personne qui est poche à l'UFC. Il n'y a personne qui va se faire rechercher comme un peu en Thaïlande quand tu te bats contre un taxi driver à la dernière minute. Il n'y en a pas ça à l'UFC. Tout le monde est dangereux. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé mon adversaire, ce qui était complètement idiot de ma part.
Donc, peu importe l'adversaire que je vais combattre en mars, que ce soit quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de moins expérimenté, je l'approche comme je dois approcher n'importe quelle performance. Je l'approche avec professionnalisme et beaucoup plus de maturité que je l'ai fait de mon combat à Abu Dhabi. C'est intéressant que tu parles de ça parce que je me ramène un an en arrière, là, quand tu es allé te battre contre Duo Choi chez lui Oui, en Corée. Et j'avais entendu dire que il y avait eu d'autres adversaires qui t'avaient été proposés, mais tu avais un peu tenu ton bout puis tu avais dit non, ça me prend un gros nom. J'ai pas ouais, de temps à perdre contre des gars qui sont pas qui sont pas ils sont connus. pas absolument. Donc, je veux un gros nom et ça va Mhm. être dangereux, ça me dérange pas. Et ça a payé au final. Oui. Euh, Est-ce que tu dirais que tu carbures à ce genre de défi-là quand même, là? Absolument. Tu sais, même à TKO, quand j'étais la petite star du Québec, si on veut, et du Canada, les gens aimaient tout le temps me voir combattre parce que je prenais tout le temps des défis qui disaient pourquoi tu fais ça? Tu sais, exemple, Kevin Généreux, j'avais pas besoin de me battre contre Kevin Généreux, il était très solide. Après ça, Alex Morgan, qui était le champion qui avait terrassé tout le monde, puis je l'ai pris. Après ça, j'ai demandé Jesse Ronson. Tu sais, c'était tout le temps des décisions que la plupart des gens seraient comme pourquoi tu fais ça? Mais c'est pour mon amour du risque. Puis quand tu gagnes, quand c'est risqué, il y a pas de façon de décrire à quel point tu es fier de toi et à quel point tu t'améliores. Fait que c'est sûr que mon but, c'est vraiment d'avoir les plus gros noms possibles. Mais là, dû au fait que mon année 2020 s'est terminée avec une split decision contre un top 15 en André Philly et une draw face à quelqu'un unranked, je peux pas arriver et dire à l'UFC, non, non, c'est pas Mm. grave, donnez-moi qui je veux. Fait que ils me l'ont fait, ils m'ont fait une fleur parce que dans le fond, je les ai dépannés contre Desmond Green à la dernière minute pour me battre à Rochester. Fait qu'ils m'ont dit, gars, le kid, il est venu, il s'est battu. Euh, même s'il a perdu à 155, c'est pas grave, il s'en va à 145 puis il veut un gros nom. Puis pour eux autres, c'est un win-win. Si Duo Choi m'avait, c'est le grand Duo Choi qui revient. Puis si moi je gagnais, oh, a Star is Born. Puis là, ça l'a tourné en ma faveur. Puis là, après ça, les deux autres combats, le combat que j'ai vraiment perdu de près, à mon avis, contre Philly. Puis après ça, ma piètre performance contre l'Australien. Koulibaly, ouais. Ouais, exact. Puis ça, je suis pas en mesure d'arriver à l'UFC et de dire hey, donnez-moi des gros noms. Mm. Par contre, ils ont dit on aime le build-up que tu es en train de faire avec Cobb. Puis Cobb, je pense que c'est un combat qui l'intéresse parce qu'il l'a dit dans plusieurs interviews. En ce moment, il veut pas chasser la belt, il veut faire des sous, il veut combattre, il veut donner un spectacle. Puis on a eu plusieurs back and forth à travers les réseaux sociaux, qui est quelque chose de très bon pour moi parce que ça me donne énormément de notoriété. Puis lui, ça le permet de faire une belle performance contre un kid qui est flashy. Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas que je regarde par-dessus mon prochain adversaire, mais Non. ça reste absolument le plan. Suite à ma victoire en mars, ça va être un combat contre Cobb Swanson qui va m'ouvrir les grandes portes. Mais tu l'as dit, l'important, et tu l'as dit 2 fois plutôt qu'une, tu avais sous-estimé ton dernier adversaire. On a vu ce que ça a donné. Ouais. Et là, tu le sais que Mhm. c'est peut-être difficile parce que tu sais qu'il y a peut-être un gros combat à l'horizon, mais c'est important de Ouais, vraiment pas sous-estimer ton prochain non plus. Est-ce que tu dirais que absolument. tu apprends en accéléré? Là, je veux dire, tu es quand même jeune, ça fait quoi, 2 ans que tu es à l'UFC? Est-ce que dans les 2 dernières Mhm. années, tu as beaucoup appris sur toi-même, sur la Oui, business des arts martiaux mixtes, sur la business de oui, l'UFC et comment gérer oui. tout ça? Oui, absolument. Surtout, ce que j'ai compris, c'est pourquoi certains combattants se battaient comment, avec un style que moi, je trouve pas excitant, je trouve pas flamboyant, puis je trouvais ça plate à regarder. Puis j'ai commencé à comprendre que ces gars-là, ils sont là pour le paycheck, ils sont là pour le W. Le W étant la victoire, le win. Puis le reste, le spectacle, peu importe, eux autres, mais ils disent que c'est à la promotion, donc à l'UFC de faire la promotion de ces gars-là. C'est pas à toi de faire ta propre promotion en prenant des risques. Moi, c'est sûr que je diffère un petit peu de cette philosophie-là. Mais en même temps, je comprends, check, mettons, André Philly, suite à notre combat, il y avait le bras dans une écharpe, si on veut. Il y avait les Mhm. jambes bleues, il était tout poqué au visage, puis moi, j'avais une scratch en haut là. J'étais comme, j'ai perdu, là, parce qu'il m'a amené au sol là, au troisième round à la fin du 3, puis c'est vraiment ce qui a fait le point Ouais. décisif. Puis j'étais comme, tu sais, j'ai pris des risques, j'ai voulu faire mon wild, puis juste à cause d'un amené au sol, boum, je perds mon opportunité de franchir le top 15, parce que Philly me l'a dit, il dit,
il dit, tu as juste 24 ans. Il dit, tu vas être énormément dangereux. Tu sais, Philly a quasiment 30. Il dit, tu sais, la majorité des gens dans le top 15 à l'UFC, là, je pense que le ratio d'âge, c'est 31 ans. Donc, moi, je viens juste d'avoir 25. Tu sais, c'est quand même 6 ans d'expérience, 6 ans de force, de modelage. Mais pour répondre à ta question, oui, 2020 a été une grosse année d'apprentissage. Surtout dans le combat contre Philly, j'ai appris qu'il faut être plus smart que flamboyant. Il faut que je reste moi-même et il faut que j'approche le fighting d'une façon différente parce que sinon, je peux me faire battre au point. 15 minutes, c'est très rapide. Puis il suffit d'un takedown par round, puis les juges, ils donnent la victoire maintenant. Fait puis pour ce qui est du combat contre Koulibaly, mon Dieu, qu'il y a plein de facteurs qui m'ont fait apprendre, dont justement ne pas sous-estimer. Puis j'ai vraiment remarqué que je suis une personne qui carbure au défi, au danger. Puis on dirait que ça m'inspirait rien. J'avais pas envie. J'ai manqué énormément de motivation quand je voyais ce nom-là. J'étais comme, je viens de partir de André Philippe de Ochoa à quelqu'un qui est relativement nouveau comme moi à l'UFC. Puis j'avais de la misère à avoir un certain feu. Mais est-ce que la foule a joué? Le fait qu'il n'y ait pas de foule aussi? C'est plus difficile de se motiver et de carburer, justement? Pas tellement. Pourquoi? Parce que le fighting, une fois que ça commence, c'est très personnel. Tu sais, c'est entre lui et moi. Puis mon combat préféré à vie, en ce moment, c'est mon combat contre justement Philly où il n'y avait personne. Puis tu sais, on entendait nos coups. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges dans ce combat-là. Puis le snap que ça faisait quand je kickais ses avant-bras, ses jambes, puis tout, il y avait quelque chose de pur, il y avait quelque chose de violent que j'ai très aimé. Fait que c'est sûr que je m'ennuie des crowds, les gens qui crient, la foule, l'énergie. Mais si j'avais le choix entre les deux, c'est sûr que je prendrais le crowd. Mais il y a quelque chose d'intime qui rend ça un petit peu plus violent. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, je veux revenir sur le combat contre Koulibaly. Manque de motivation de ta part. Tu n'es vraiment pas satisfait de ta performance. De mon côté, je vais te dire comment j'ai vu ça. Je te trouvais hésitant. Et je ne sais pas si tu l'avais dit dans des entrevues avant, il faut que je sache doser, je peux pas juste être flashy parce que si je me mets trop en danger, ben, les gars sont bons de l'autre côté, fait que c'est sûr qu'ils vont me faire payer. D'un autre côté, si tu veux pas te mettre en danger, si tu veux pas t'essayes pas d'être excitant, c'est comme si tu te dénaturais un peu toi-même. Et j'ai l'impression que ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé contre Koulibaly. Est-ce que tu en as parlé avec Fabio, ton coach, puis est-ce que c'est difficile de trouver le juste milieu de ma nature, c'est ça, mon style, c'est ça, c'est de foncer, c'est d'être excitant, d'essayer de créer des choses, mais d'un autre côté, il faut que je sache choisir mes moments, peut-être? Là? Oui, on est en train de développer quelque chose. Développer, c'est très big, mais pour faire un résumé de ce que c'est, moi j'appelle ça le fuck it mentality. Désolé pour le gros mot. Mais au troisième round, j'ai regardé Fabio, puis là, il me donnait des instructions avec Cyril, puis j'ai juste dit, you know what, fuck it. Fuck it. Puis mon troisième round, c'était mon meilleur round. Une fois que je me mets à m'en foutre, puis je me laisse aller, je me laisse être créatif, c'est là que j'ai mes meilleures performances. Puis les fois que je me mets à réfléchir, c'est là que ça... Mais une chose que je voulais absolument pas, c'est me faire amener au sol. C'était comme pour mettre un message, puis il a essayé énormément, puis dans tous les combats qu'on a vus de Koulibaly, et même si c'est pas le meilleur wrestler, il trouvait des moyens, il attrapait les kicks, il amenait tous ses adversaires au sol. Peu importe qui, il arrivait à les amener au sol. Puis ça, si je peux tirer du positif de cette performance-là, c'est qu'aucune fois je me suis retrouvé dos au sol, sauf quand il a fermé les yeux, il a lancé un overhand, puis je me suis fait pogner sur le nez, j'ai tombé. Je me suis relevé, j'ai regardé mon coin, j'ai pris le temps d'analyser où est-ce qu'il était, puis tu me vois dans la vidéo faire « Non, I'm alright, je suis correct, inquiétez-vous pas ». Puis, c'est ça, où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est ça, tu t'es vraiment donné pour faire ce que tu avais, en fait, pour éviter les amener au sol, puis faire en sorte d'avoir un peu plus ton style au troisième round, qui a finalement payé. Donc, c'est de trouver la façon de mettre tout ça ensemble, j'imagine. Yes, exact. Fait que dans le fond, là, puis ça faisait pas longtemps que je travaillais avec Cyril. On a essayé beaucoup de choses, puis on dirait que j'étais hésitant parce que je pensais. Puis quand tu penses, tu es une seconde en retard.
de mes phrases favorites dans un de mes livres, c'est en anglais, mais je peux la traduire. Mais en anglais, c'est When the mind is nowhere, the mind is everywhere. Donc, quand ton esprit est nulle part, ton esprit est partout. Mais si ton esprit est takedown, 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 t'es tout le temps une seconde, t'es tout le temps stick sur quelque chose, puis là, tu penses au takedown, là, tu manges un jab, puis là, tu te mets à penser au jab, là, il y a le takedown. Fait que là, j'étais perdu dans des pensées, puis j'étais très, très fatigué, très... Tu sais, la première chose que j'ai tweeté après, j'ai dit, Dana White est venu me voir, il m'a donné l'argent de ma victoire. Mais en ce moment, j'ai juste hâte d'aller chez moi. J'ai juste hâte d'arriver à la maison, puis relaxer, puis juste repenser à tout ce qui vient d'arriver. Mais c'était un drôle de build-up à Abu Dhabi. C'était très difficile psychologiquement. Puis, tu sais, je ne vais pas juste dire que c'était la faute, je sais pas moi, du sommeil. Tu sais, c'est comme un amalgame de choses que j'ai pas aimé. Puis, alors, quand j'ai su que je combattais à Las Vegas, j'étais très content. C'est proche, l'environnement est bien, c'est stable. Puis je pense que ça va m'aider à être moins drainé au niveau psychologique. Ah, mais c'est ça. C'est tout, comme tu dis, c'est tous des aspects qu'il faut que tu apprennes. Tu n'étais jamais vraiment battu à l'étranger avant d'arriver à l'UFC. Tu t'étais toujours battu au Québec. Yes. Tu n'étais jamais battu contre des gars aussi talentueux. Le rendu à l'UFC, c'est la Ligue nationale. C'est la comparaison qu'on fait toujours, mais c'est vraiment les meilleurs au monde. Donc, juste s'ajuster à toi qui dominais ici au Québec, là, versus, sont bons aussi. Là, donc, on peut comprendre que ces premières années-là sont vraiment des années d'apprentissage. Puis, de modelage, je pense que c'est important je pense que c'est important de garder ça en perspective. Puis tu le fais, de dire, j'ai 25 ans, OK, je suis peut-être pas je suis peut-être pas champion à 25 ans, je suis peut-être pas méga vedette mondiale à 25 ans, mais j'ai encore du temps. Puis les arts martiaux mixtes, c'est plus ce que c'était il y a 20 ans. Georges Saint-Pierre a pris le monde des arts martiaux mixtes par... il est arrivé là, comme une tonne de briques, puis il a gagné très, très, très rapidement. Mais on parle d'il y a 15 ans. Là, on est complètement ailleurs aujourd'hui en plus. Là. C'est deux aires différentes. Georges, lui, il se battait contre des spécialistes. Puis, tu sais, maintenant, la différence, c'est que les gars, c'est des black belts en jiu-jitsu, ils ont wrestle au collège, ils ont boxé. Ils sont complets, là. Maintenant. Exactement. Et je pense pas qu'il y a une era plus meilleure qu'une autre, absolument pas. Non. Mais je pense qu'on fait face à des difficultés plus intenses que les gens il y a 10-15 ans. Parce que souvent, c'était OK, tu te bats contre un lutteur, garde ça debout, boxe. Tu sais, c'était beaucoup des spécialistes, mais il y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Maintenant, on a Internet, des DVD, des séminaires, des coachs thaïlandais. Les coachs sont beaucoup plus spécialisés aussi et tout. Là. Exactement. Le sport a évolué. Fait que, tu sais, c'est comme comparer Air Jordan puis, comment il s'appelle, LeBron. C'est deux eras complètement différentes. Les deux, c'est des personnes incroyables, mais dans deux, comme je dis, eras différentes. Puis les deux ont fait face à des défis différents. Puis les deux, ce qui est impressionnant, c'est que les deux ont overcome it. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'un Georges Saint-Pierre qui serait dans l'ère qu'on est aujourd'hui, vu tout ce qu'il a accompli, ben, c'est sûr qu'il trouverait tous les outils puis toutes les façons de mettre tous les combats à son avantage. Parce que des Georges Saint-Pierre, il n'y en a pas 10. C'est le greatest of all time, puis c'est pas pour rien. Ah ben Georges est arrivé dans une ère de spécialiste, puis il était spécialiste dans rien, mais il a été l'athlète par excellence. Puis il est devenu spécialiste en lutte, mais il n'avait jamais lutté au collège. Et c'est à force d'entraînement, puis à force de développer ses connaissances. Son timing est incroyable. Il s'est dit à un moment donné, quand il est arrivé pour se battre contre Koscheck, il dit il faut que j'améliore ma boxe. C'est ce qu'il a fait. Il est allé à Los Angeles voir le meilleur coach de boxe, Freddie Roach. Il est devenu un des meilleurs boxeurs en arts martiaux mixtes. Après ça, Feraz Zahabi est devenu un des meilleurs coachs en jiu-jitsu. Il s'est assis avec Feraz, puis Georges est devenu incroyable en jiu-jitsu aussi. Donc, il faut vraiment rien enlever à ces gars-là. Puis lui, il est arrivé dans une époque, justement, comme tu dis, de spécialiste. C'est très bon que tu le mentionnes. Mais il est devenu peut-être le premier combattant complet, le premier prototype peut-être de la nouvelle ère qu'on connaît aujourd'hui. Là. Il a ouvert les portes de tout le monde. Là. C'est lui qui a formé le premier combattant, parce que d'habitude, quand tu voyais un combattant à l'UFC, c'était écrit « Ce gars-là est un boxeur, il est un jiu-jitsu fighter » puis tout. Puis un des premiers qui avait en dessous de son nom « This guy is a MMA fighter », c'était Rory McDonald, puis qui suivait les traces de Georges. Puis c'était vraiment la nouvelle version de jeune homme complet qui se bat contre
l'ancienne génération de combattants. Puis Rory McDonald était plus qu'impressionnant contre ces gens-là. Ah ouais, il a vraiment fait son chemin, Rory, effectivement. Bon, revenons à ce qui se passe présentement pour toi. 13 mars, donc, ton prochain combat, c'est dans 2 mois. Là. Donc, tu commences, tu es en camp d'entraînement constant, là, tu vas me dire, mais la préparation, le vrai camp d'entraînement, la préparation spécifique pour ton prochain adversaire commence incessamment. Là. Comment tu vas faire dans les lundi dernier. Donc là, on est dans la 2e semaine de préparation intensive, mais depuis que je suis revenu d'Abu Dhabi, j'ai pris 1 semaine, puis après ça, j'ai tout de suite recommencé à m'entraîner. Tu sais, t'avais parlé des changements physiques que j'avais entamés, puis ça faisait seulement 2 mois que je m'entraînais avec Jarek Walesa, puis qui, lui, s'est occupé de lui et son père de Beterbiev, tu sais, tous les plus grands athlètes de sport de combat qu'on a ici, d'autres athlètes aussi dans d'autres... Absolument. Puis là, ça va tellement bien. Je suis tellement content de vraiment sentir de la force d'adulte un petit peu parce que, tu sais, quand tu as 24 puis tu te bats contre quelqu'un en trentaine, tu sais, ou juste quand tu es jeune puis tu te fais serrer la main par ton père ou peu importe, tu sens comme le dad strength. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas, que j'aurais pas tout de suite, mais je sens vraiment que physiquement, je me développe énormément. Puis ce que vous avez vu, ma préparation physique était très, très sharp pour Abu Dhabi. J'étais en pleine forme. Puis là, écoute, je fais juste augmenter les poids, les charges, la structure de mon corps, la puissance à laquelle je peux générer des coups. Par contre, je suis loin de Beterbiev. Beterbiev, je l'ai croisé à un entraînement parce qu'il s'entraîne avant moi. Je l'ai vu lancer le ballon contre le mur. Tu sais, souvent, vers la fin de l'entraînement, on termine avec des walls. On prend le ballon puis on fait comme une motion, comme si on lançait un direct. Puis moi, j'en faisais. Il est arrivé à côté de moi, puis on a fait un, puis je pense que le building au complet a shaké. J'étais là. Wow! Alors, c'est une machine, ça. Non, puis là, j'ai regardé Jarek, puis Jarek est parti à rire, puis il dit « You'll get there, young man. » Tu vas te rendre là, jeune homme. Fait que là, j'ai parti à rire, mais non, de voir des athlètes comme ça, qui sont partis de fighter à athlète, ça m'inspire énormément. Donc, de voir la préparation de ces gens-là, puis voir où est-ce que ça les a menés, je suis très content de travailler avec Jarek pour cette raison. Ouais, puis donc, c'est commencé ta préparation pour le 13, mais là, ma question, c'est comment tu vas faire pour t'entraîner dans des circonstances. Tu l'as pas eu facile, bon, on va dire tous les athlètes sont dans le même bateau, mais les restrictions de la santé publique, le confinement, maintenant le couvre-feu et tout ça, comment ça se passe? Comment tu te débrouilles, Charles? Je suis quelqu'un qui s'entraîne relativement tôt et je m'entraîne la 2e shot à peu près vers 5 heures. Après ça, j'arrive, je peux manger puis bien dormir. Ça, le sommeil, c'est très important. Puis tu peux pas aller taper sur des pads puis faire le fou à 8 heures du soir puis expecter dormir à 10 heures. Oublie ça. Tu génères trop d'intensité à ton corps, donc tu as besoin de relaxer. Pour ce qui est du couvre-feu, exact. Aucun problème pour le couvre-feu. Deuxièmement, moi, je me promène tout le temps avec une copie de mon contrat. Puis les seules fois qu'on a eu affaire avec les forces de l'ordre, donc les policiers, étaient extrêmement indulgents. Des personnes qui sont capables de faire un jugement. Puis là, il y en a quelques-uns qui m'ont reconnu. Donc, ils savaient à travers les réseaux sociaux, peu importe, que j'étais un athlète qui se préparait pour une performance. Donc, j'ai mon contrat. Stéphane Patry, mon agent, est en train de parler avec la santé publique justement aujourd'hui parce qu'à partir de lundi hier, les athlètes doivent avoir une permission de la santé publique pour pouvoir s'entraîner. Puis là, c'est ça. Pour l'instant, j'ai mes contrats. J'ai jamais eu de problème avec la justice, jamais eu de problème avec les policiers. C'est sûr qu'on ne fait pas les fous. On n'est pas là à s'entraîner 50 puis let's go tout le monde ensemble. On est très indulgent. On s'entraîne dans les mesures qu'on peut. Exemple, quand je me mets à m'entraîner, c'est sûr que j'enlève mon masque. Je ne peux pas porter un masque pendant que je suis en train de boxer, sparrer, peu importe. Ce serait complètement absurde. Donc, notre quantité de partenaires est limitée, mais on y va avec la qualité et non de la quantité. Donc, exemple, que j'ai une session avec pour le Jiu-Jitsu. J'ai Francis Gombi, qui est à mon avis une des meilleures black belts en Amérique du Nord, avec Fabio. Donc, tu sais, déjà là, juste avec 2 personnes, j'ai un monde ouvert complètement vers moi. Cyril, au niveau de mon striking, on n'a aucun problème à trouver des partenaires. J'ai un partenaire, Yann Jacolin, qui est aussi un athlète professionnel. J'ai Louis. Tu sais, on est tous des athlètes professionnels avec une certaine certification, donc on ne dépasse pas les lois, mais on peut avoir quand même un bon entraînement, même si on est limité dans les outils qu'on peut avoir.
Puis j'ai vu sur Instagram, entre autres, tu es très actif sur les réseaux sociaux, là, mais c'est bien d'avoir un frère aussi qui est fighter parce que cet été, si je me rappelle bien, vous étiez à l'extérieur, puis vous étiez en mesure de vous entraîner les deux ensemble, faire de la muscu ensemble et tout ça. Donc ça aide. Là. Le training camp pour André Philly, c'était Nathan qui venait chez ma copine Clarence. On s'entraînait dehors dans la cour. On faisait des pads dehors, là. Pas de gym, pas rien, tout était fermé. Louis arrivait, après ça, on faisait de la lutte dans le gazon. Tu sais, du gazon, ça pique. Là. Tu sais, on était en chest, puis let's go, single leg, puis tout. Puis on s'entraînait comme des hommes des cavernes. Puis pourtant, ça a été une de mes meilleures performances, même si j'ai perdu par décision partagée. Donc, je pense que j'ai vraiment montré ce que j'étais capable de faire avec l'élite. Parce qu'à mon avis, tant que tu n'es pas dans le top 20, tu ne fais pas partie de justement cette élite mondiale-là. Puis même si le verdict n'était pas en ma faveur, je pense que j'ai montré beaucoup de bons outils. Puis non, c'est ça, c'était un training camp dehors. On roulait dehors, on faisait du jiu, c'était le fun, on prenait du soleil, on riait, on mettait de la radio, puis tout. Fait que, tu sais, quand. Là, tu pourrais faire ça. Vous pourriez le refaire cet hiver là, à la Rocky 4 là, en Sibérie. Non. Le problème avec s'entraîner dehors, il y en a qui disent on s'en fout l'hiver puis tout, mais c'est tes muscles sont tellement froids, sont tellement contractés que le risque de blessure il est énorme. Donc moi, si tu me dis OK, on s'en va courir à 40 dehors dans le désert, fine. Mais demande-moi pas d'aller courir dehors dans la neige. Il n'y en est pas question. Ah non? J'aime le froid, mais ça c'est limite. Quand je m'entraîne, je vais être dans un sauna. C'est bon. Ouais, t'as choisi le bon métier parce que quand si t'aimes la chaleur, faire les coupes de poids pour toi, c'est pas si pire que ça. Si pire. Non, la dernière était fatigante parce que j'avais dit à Fabio, mets le sauna à 7. Puis il avait dit non, let's crank it to 9. Excuse-moi l'anglicisme, il me dit non, on va le cranker à 9. J'étais comme OK. Puis après 5 minutes, là, après 5 minutes, mais je sentais plus mes doigts, puis je me suis mis à shaker, j'étais de même, puis tu sais, j'étais comme ouf. Fait qu'après ça, il y a comme une vidéo de moi où je suis étendu sur le divan, puis j'ai de la glace à la tête, ses pieds, puis je suis en train de manger de la glace. Je pense que j'étais sur le bord de pass out. Là, celle-là, on avait trop craqué, mais c'est pas grave, UFC nous aide énormément avec les cuts. C'est pour ça que Vegas, j'aime ça. Il y a l'UFC Apex où on se bat. Il y a l'UFC Performance Institute. On a tellement de belles choses à notre portée. Puis c'est drôle parce que, tu sais, si vous êtes fan de l'UFC, vous avez probablement vu dans les countdowns à quoi ça ressemble. Puis c'est tellement impressionnant, le UFC Performance Institute. Tu vois les escaliers où est-ce que tu vois le ring que Connor s'est préparé pour Floyd. Tu sais, il y a tellement de choses que pour moi, en étant non seulement un combattant, mais un fan, c'était quelque chose de vraiment big. Puis il y a même un moment donné, j'étais dans les vestiaires, puis je voyais, c'était comme il y avait une photo de Connor dans ce vestiaire-là, puis juste aller m'asseoir là, puis là, je riais avec lui, je dis « Pourquoi? » Là, on faisait no Irish dans le vestiaire. C'était juste fun, c'était juste plaisant. Donc, j'ai eu des très belles expériences à Vegas. Puis quand je vais y aller, ils ont un très gros mois de combat à Vegas. Fait que j'ai hâte de voir ça avec qui le main event de notre carte. J'ai souvent été dans des cartes où les main events, le monde était comme ils tripaient pas vraiment, puis je les comprends. Puis là, je sais pas, puis c'est pas une information UFC, mais j'ai entendu dire qu'ils travaillent fort sur Justin Gaethje et Charles Oliveira, puis ils n'ont pas encore de main event pour ma carte. Fait que j'ai pris les dieux du MMA, là, que ce soit le main event. Ça serait fou, hein? Puis c'est ça. Puis mon agent Stéphane parle beaucoup avec Trevor Whitman. Puis advenant qu'on soit sur la même carte, il y a de bonnes chances que je puisse aller à Denver travailler avec justement Justin Gaethje puis tous ces gars-là. Pour moi, ce serait un dream come true. L'expérience, il y a beaucoup de bons gars là-bas. Donc, c'est rien qui est coulé dans le béton, mais ça reste une option que je suis vraiment content d'avoir Stéphane qui travaille fort et qui connaisse autant de gens partout à travers les États-Unis pour ça. Fait que je suis très gâté, mais on va voir ce qui va se passer. Ouais, ben en tout cas, si c'était vraiment ça, le main event. J'ai lu aussi qu'il travaillait fort pour que Justin contre Oliveira, ce soit le prochain combat des deux, que ce soit sur ta carte, ce serait complètement fou. Ça va être à présenter à RDS, en tout cas, là, parce que ce ne sera pas un pay-per-view, ça va être présenté à l'intégralité. Non, ça va être un Fight Night. Ça, il n'y a pas de problème, on va pouvoir te voir à l'œuvre et tout ça. Puis, petite anecdote aussi sur le Performance Institute. J'étais allé couvrir, moi, pour RDS, le combat, là, justement, de Floyd contre Connor. Et puis, j'avais fait une visite guidée
de l'Institut de performance. Puis je suis d'accord avec toi, complètement fou. Tu sais, la piscine qu'ils mettent pour que les gens puissent faire des exercices dans la piscine et tout ça. Ouais. Tu as la plateforme qui descend, tout ça. Puis là, à côté, tu as des espèces de bains de cryogénie là, pour au lieu de prendre des bains de glace, tu t'en vas dans ces bains-là et tout ça. Puis on avait fait le tour. Puis là, il y avait Francis Ngannou qui faisait du sac à côté de nous autres. On l'entendait, il frappait tellement fort. Là. ça serait genre, un peu comme toi puis Beterbiev, là, mais quand tu passes à côté de Francis Ngannou qui fait du sac, là, t'es comme, OK, ce gars-là, c'est une brute, là, c'est fou. Tu veux pas être le sac. Non, effectivement. Non, tu veux pas être le sac. Puis à Vegas, c'est vrai que vous êtes bien traité pour l'avoir vu. Yes. Je veux parler de Louis, Charles, parce que lui, il va se battre cette fin de semaine à Abu Dhabi. Il y a un gala de l'UFC en fin de semaine à Abu Dhabi. Malheureusement, Louis, ça ne sera pas sur la carte de l'UFC, mais ce que tu me disais, et je pense que c'est ça le plan, c'est qu'il doit avoir une bonne performance à UAE Warriors cette fin de semaine, et les canaux sont ouverts après ça pour la suite. Hein? Absolument, absolument. Je pense que l'UFC, on a vu qu'en 2020, ils ont fait d'énormes coupures sur des gros noms. Ils n'ont pas voulu re-signer Anthony Pettis, ils n'ont pas voulu, ils ont mis Yoel Romero dehors, ils ont mis beaucoup de gens dehors. Mais moi, je pense que l'UFC, ils s'en vont plus vers télé-réalité, puis télévision, personnalité, puis ce qu'ils veulent faire, dans le fond, à mon humble avis, plus que des données que j'ai lues. J'ai rien lu là-dessus, mais c'est mon humble opinion sur la situation. Tu sais, tant qu'à payer des gars 1,5 million qui rapportent autant de views que le petit gars que tu as passé à Dana White Contender Series, que tu payes 14-14 à son premier, c'est beaucoup plus rentable pour eux parce que le nombre de views avec ESPN et ESPN Plus sont relativement les mêmes. Puis après ça, plus tu les fais monter sur ESPN, après ça, tu peux les mettre sur des pay-per-view cards. Là, ils vont te rapporter un petit peu plus d'argent. Puis les jeunes, plus ils font... les jeunes, je parle des nouveaux à l'UFC, ça peut être quelqu'un de 34, peu importe. Mais quand ils sont à l'UFC, puis qu'ils rapportent, et qu'ils commencent à devenir des stars, puis qu'ils vont sur le pay-per-view, là, eux autres sont contents parce qu'ils ont du pay-per-view money. Fait que là, pour eux autres, c'est un gros plus. Fait que je pense que l'UFC va commencer à couper sur les gars qui payent 1,5 million, mais qui rapportent plus que le gars qui fait, je sais pas moi, 30-30 parce qu'il est rendu à son 2e combat, 3e combat, peu importe. C'est mon analyse de la chose. Est-ce que je pense que c'est intelligent absolument de leur part? Est-ce que je pense qu'il y a beaucoup de controverses sur à quel point ils payent leurs fighters? Oui, mais moi, je suis pas dans une situation à plaindre. Puis je pense qu'en personne, il y a pas beaucoup de fighters qui se plaignent. Parce que c'est la vie, tu combats, plus tu livres des grosses performances, plus tu vas être bien payé, puis plus, tu peux pas arriver à l'UFC et dire « Hey, j'ai 3 wins d'affilée, je veux 250 000, donc 1,5 million si je gagne. » Puis tes 3 wins, c'était 3 décisions où tu gardais la personne au sol, puis tu fais du lay and pray. Donc il y a comme, tu sais, juste le gars Joachim Buckley, c'était ça, celui qui avait un spinning back kick, là? Dana White est allé le voir et il a dit non, les 4 bonus de la soirée, ils s'en vont à lui. Il a fait 200 000 $ de bonus, le gars. C'est incroyable. Tu sais, c'était juste le plus beau KO, puis il a été payé pour. Ouais, mais mets-toi à place des autres gars qui ont fait des belles performances, qui sont entraînés pendant 2 mois de temps, puis qui pensent qu'ils auraient peut-être mérité ou 2 guerriers qui ont fait un méchant combat. C'est sûr que c'est plate. Quand c'est une personne qui décide de tout, c'est sûr que des fois, ça peut être controversé. C'est sûr que c'est délicat. Je suis d'accord avec toi, check la soirée que je me suis battu contre Philly, tout le monde, peu importe les gens avaient tout dit, le fight of the night, c'était Charles Jourdain contre Andre Philly. Puis je me rappelle qu'à plusieurs reprises, Andre Philly avait parlé de son pay, puis il était vraiment pas satisfait, puis il avait parlé vraiment contre l'UFC dans plein d'aspects. Puis là, c'était une des rares soirées où il n'y a pas eu de Fight of the Night. T'sais, Dana White a dit non, pas de Fight of the Night, on va juste donner des performances ce soir-là. Moi, j'avais jamais entendu ça. Puis, ils ont dit OK, on va vous donner le Fight of the Night, mais vous n'aurez pas le bonus parce qu'on a donné des bonus de performance. J'étais comme ouch. Même si j'avais perdu, moi, dans ma tête, c'était comme OK, moi, j'ai sécurisé 50 000 de plus. À cause que peut-être que Dana White a peut-être voulu se venger d'un gars qui avait donner des mauvais commentaires envers lui. C'est une spéculation. Tu peux pas arriver et commencer à bâcher sur tes employeurs puis d'espérer en avoir plus. On n'est plus des enfants, on peut pas arriver et faire crier super fort, boucher les oreilles puis faire une crise devant lui en espérant qu'il nous en donne plus. Il va dire « Ah ouais, ben good, tu te bats contre lui, si tu gagnes, tu gardes ta paye, si tu perds, on te sac dehors. » Fait que, en même temps, Charles, les gros noms sont capables de le faire. Puis là, tu vas me dire que c'est la même chose dans tous les sports. Parce que
C'est sûr que si Tom Brady Ton dit quelque pouvoir de chose contre la négociation est NFL différent. ou contre Exact. le propriétaire de son équipe, c'est sûr qu'il va se faire écouter parce que le gars, Yes. il a tout gagné, c'est une méga vedette. Mhm. Fait que c'est sûr qu'il y a peut-être plus de leverage, le gros Faut bout que du t'aies du bâton. poids Même dans chose, la Conor balance. McGregor. Si Conor dit quelque chose, c'est Mhm. sûr que Dana a plus de chances de Il l'écouter l'aurait que si Charles Jourdain dit quelque chose. absolument, absolument. Fait que, tu sais, c'est là que je dis que ça va être important de donner des grosses performances parce que c'est Mm. comme ça que tu mets du poids dans ta balance. C'est comme ça que tu peux commencer à faire des demandes un petit peu plus hautes. Une des choses pourquoi j'avais une aussi bonne relation avec, exemple, Stéphane Patry à TKO, alors que beaucoup de gens avaient des conflits avec lui, c'est que moi, plus j'en faisais, plus j'en demandais, pas l'inverse. Plus c'est pas OK, j'ai gagné un fight, maintenant je veux que tu me donnes 10 000 par combat. Tu sais, des fois, il y en avait qui rentraient dans le bureau, puis donc moi j'étais là, je n'ai porté des billets, puis je nommerais pas l'athlète, puis il était là, non, moi je veux être payé 10, 15. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, man, j'ai fait, je fais pas ça, là. Je fais pas ça, moi. Puis, tu sais, je rapportais quand même beaucoup de sous à la promotion en vendant énormément de billets. On était un petit peu le poster boy. Puis, j'ai tout le temps su get in line. Tu sais, demande-en pas plus si t'es pas prêt à en faire plus. Je pense qu'une grande partie de la vie va au mérite, mais et c'est aussi le fun, comme tu dis, quand tu as du poids dans la balance puis ton employeur est indulgent. Parce qu'il y a du monde qui ont du poids dans la balance puis ils se font complètement sacrer dehors. Sage Northcutt, il a dit qu'il en voulait plus. Bye-bye, va-t'en à One FC. Boum, se fait briser le nez, fracturer. Tu sais, il y a plein de gens, ça zigzag, cette affaire-là. Fait que mon point est juste que c'est important. Si tu veux en demander plus, assure-toi d'en donner plus à ton employeur. Je pense que c'est une bonne mentalité là, de dire que je veux pas avoir tout cuit dans le bec, mais je vais travailler fort, puis à un moment donné, je vais être capable de récolter le fruit de mes efforts et le fruit de mes performances aussi, surtout, parce que le nerf de la guerre, c'est de gagner, puis d'être excitant, puis d'être populaire aussi dans cette business-là. Yes. Louis, est-ce que tu sais comment il va? J'imagine que tu es en contact avec lui. Comment ça va? Oui. Ton adversaire de cette fin de semaine, ça ressemble à quoi? Est-ce que... Son adversaire s'affiche 9-3. Je connais pas son. J'ai vu dans son record, c'est surtout des décisions. C'est un gars qui se battait à 145 livres. Là, il descend à 135. Les gars, ils ont demandé 140. Ils ont même demandé 145. Puis là, les gars ont tenu leur bout. Ils disent non, c'est 135. Tu veux te battre à bantamweight, c'est 135. Il n'y a pas de niaisage. Fait que là, le gars va avoir une coupe de poids plus intense. Mais, tu sais, le monde, ils disent. Il y en a qui disent que c'est rapide, 2 semaines. Ça fait 1 an et demi. Depuis que Louis a fait son combat de boxe en pro, il n'a jamais arrêté de s'entraîner. Tu sais, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup de temps. Puis tout, tu sais, c'est pas comme si quelqu'un s'est fait appeler, il est en train de manger des chips, il dit t'as-tu le temps de te mettre en forme dans 2 semaines pour un combat? Louis s'entraîne depuis longtemps. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai dit avant qu'il parte. J'ai dit ça fait tellement longtemps que tu t'entraînes. C'était pas un training camp de 2 semaines. C'était je m'entraîne depuis longtemps. Je me bats contre un gars. Le gars, tu sais, c'est un droitier, gros overhand, il essaie de t'amener au sol. Tu sais, j'ai dit, c'est pas un style que tu n'as jamais vu. Là. C'est pas un genre d'Israël Adesanya ou un. Tu sais, il n'y a pas un style qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais analysé, puis c'est pas un style que Louis a jamais combattu. Donc, excellente opportunité. Je suis vraiment fier qu'il l'ait prise parce que, tu sais, depuis le COVID, Louis a eu au moins 9 cancellations d'événements. Il y a eu les 2 cancellations de TKO. Il y a eu AOE Warriors à plusieurs reprises. Après ça, il s'est trouvé un manager. Puis là, ça marchait tout le temps pas. Là, Louis, t'es vraiment pas content de ça parce que quand tu te bats pas, t'es pas payé. Fait que c'est ça. Roulement d'événements. Puis là, 2 semaines, il nous a tout demandé notre avis. On nous a tout dit la même chose. Let's go. Il n'y a pas de questionnement là-dessus. Tu es un fighter, tu vas te battre. Peu importe le outcome, Louis va grandir de ça, puis il va devenir meilleur. Puis c'est ça la vie d'un combattant. Il n'y en aura pas de structure parfaite. Il n'y en aura pas de training camp parfait. Il n'y en aura pas de training camp, pas de blessure. Il n'y en aura pas. Tu sais, tout le monde sont comme ouais, mais c'est pas le bon moment. De quoi c'est pas le bon moment? Je me battais aux 2 mois à TKO. Là. À tous les 2 mois, j'avais encore mal de mon autre fight quand je rentrais dans la cage pour aller me battre contre un autre gars. Fait que, c'est pour ça que j'ai. En tout cas, ma philosophie. Puis mon approche, c'est sûr qu'elle est différente des autres parce qu'on est tous des individus différents. Puis je suis content de voir que Louis partage ça avec moi, le let's go. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas de OK, il est droitier. C'est quoi sa fiche? Ah ouais? Il gagne comment? Décision, soumission, KO? OK, good. Let's go, on y va. Il n'y a pas d'autres questions à faire parce que tout ça, c'est de la pression que tu te crées dans ta tête puis tu te mets du poids sur ses épaules pour rien avec des choses que tu ne peux pas contrôler. Fait que tu es un fighter, tu fights. Peu importe ce que tu fais dans la vie,
plus tu analyses, puis plus tu fais une grosse bulle avec ça, plus tu vas te créer de la pression toi-même. Puis c'est de la pression self-inflicted, comme on dit ça en français. Tu te mets sur toi-même. Tu t'imposes toi-même, tu mets toi-même de la pression sur tes épaules. Exact. Tu te mets une grosse boule sur ses épaules, puis après ça, t'es comme, ben là, tu sais pas ce que c'est être moi et toute la pression que j'ai. Excuse-moi, ta pression, tu te la mets toi-même. C'est soit assez fort, soit assez mature pour remarquer que cette pression-là, tu te l'es mis toi-même. Donc, j'aime beaucoup l'approche de Louis. Let's go, on y va, on fight, on est des professionnels, puis whatever the outcome, je vais être un homme plus grand, meilleur, plus riche. Je vais grandir avec ça. Donc, je suis vraiment fier de lui. Bon, ben tant mieux parce que UAE Warriors, Corinne Laframboise, pour ceux qui se demandent c'est quoi, Corinne a fait déjà au moins un combat, mais je pense même 2 le combat à Abu Dhabi, UAE Warriors. C'est le numéro 15 cette fin de semaine. Et sauf erreur, c'est disponible gratuitement sur Internet, là, sur leur page. Oui, je pense que ça va être sur YouTube. Vous avez le streaming. Donc, si vous voulez, c'est vendredi, le 15. Donc, si vous voulez suivre ça, allez voir sur la page UAE Warriors. Louis va se battre contre je vais prononcer son nom, là, c'est un Ouzbek, je me l'ai noté. Avli Yohan Hamidov. Fiche de 9-3 et 1. Louis, ça va être son 8e combat pro, 5 victoires, 2 défaites. Avant de te laisser partir, Charles, je sais que là, je prends beaucoup de ton temps. C'est très apprécié, je me répète, mais cette fin de semaine, l'UFC revient après un mois de congé. On avait Frank Dana White et tous les gens de l'UFC qui avaient à mettre sur pied les gars-là dans les derniers mois, avaient besoin d'un break. On s'est donné un mois. Là, ça revient en force avec dès ce samedi, là, mais plusieurs gars-là dans les prochaines semaines. Calvin Kattar contre Max Holloway, l'ancien champion à 145 livres. Yes. C'est ta catégorie de poids, les poids, les 145 livres. Est-ce que tu vas regarder ce combat-là avec une attention particulière? Oui, puis même si ce sera à 155 ou peu importe, j'ai vraiment un très grand intérêt pour ce combat-là. Pas parce que ça un jour... c'est juste en tant que fan, plus qu'en tant que combattant puis en tant qu'analyste. Je regarde pas beaucoup de combats ces temps-ci. Je regarde des combats surtout de style. Puis ça, c'est un style qui est magnifique. Calvin Kattar, ça boxe. Puis je pense que lui aussi, désolé pour l'anglicisme, lui aussi, dans son combat, exemple, comme Zabit, au 3e round, il a fait le fuck it mentality. Il a juste dit fuck it, let's go, amuse-toi. Tout comme il a fait avec Jeremy Stephens, il est parti tout de suite, là, let's go, parce qu'il savait qu'il a trop attendu. Fait que je pense que si on a un Calvin Kattar qui n'est pas gun-shy, ça va faire sortir le monstre de Holloway. Et tu veux pas faire sortir le monstre de Holloway. Fait que tu sais, c'est tellement un match-up intéressant. J'ai fait un poll sur Twitter, je pense, puis les gens étaient tous Max. Puis là, plus le monde disait ça, puis j'étais comme, je suis vraiment intrigué. Fait que, OK, mon feeling personnel, Max Holloway, dû à l'expérience, puis le type de personne qui est, puis le type de fight qu'il aime donner. Mais il ne faut pas compter M. Kattar out. Je pense qu'il pourrait vraiment nous surprendre si... exemple, il a travaillé ses kicks. Parce que sa boxe est incroyable, mais tu rajoutes un peu de kick, puis là, tu es rendu avec un athlète complètement différent. Donc, Volkanovski a eu du succès avec ses kicks contre Holloway en plus. Là. Absolument. Donc, effectivement, il y a peut-être Volkanovski qui a battu 2 fois de suite. Max a peut-être montré le chemin là, pour les autres aussi. Là. Ça va être intéressant de voir comment... Mais souvent, ça arrive, ça. Un champion, il perd le titre, il réessaye de l'avoir, ça marche pas, puis après ça devient une vague en haut, en bas, un petit peu comme Jose Aldo, quand il s'est battu 2 fois contre Max. Après, peut-être qu'il y a un blueprint qui a été sorti. Anderson Silva est le meilleur exemple. Il perd une fois en se brisant la jambe, puis tout le monde a comme avec le KO aussi, puis après ça, il se brise la jambe, puis après ça a été... Fait que, on parle... Ça va vraiment être en descendant après ça. Ouais. Malheureusement. Dernière question pour toi. Donc tu vas regarder ce combat-là avec attention. Ton cœur prend pour Max Holloway. Mais vu que c'est ta catégorie, je me demande si quand ces gars-là, là, dans le top 15, top 20, tu as nommé Max, on a nommé Calvin Kattar, je pense à Zabit, peut-être même Brian Ortega, un gars comme Sodiq Youssouf aussi, qui est une vedette montante. Est-ce que tu les vois comme des modèles à suivre ou comme des adversaires potentiels? Est-ce que tu as une vision là, particulière des gars dans ta catégorie? Parce que je sais que Cub Swanson, tu l'as dit souvent, tu voudrais l'affronter, mais quand même une de tes idoles. Là, tout ça. Est-ce que cette ligne-là, parfois, pour certains gars, est un peu plus blur, là, comme on dit?
ce qui fait que les featherweights sont aussi intéressants, c'est la différence dans le top 10. Tu sais, c'est pas soit des lutteurs, tu sais, Zabit, Yair, tu sais, tout le monde est comme super fort. Tout le monde, moi, je pense que le top 10 de featherweight, tout le monde a une chance pour la belt. Tout le monde, tu sais, Korean Zombie, Ortega, c'est sûr que là, ils ont eu un gros combat, ces deux-là. Mais je pense que tous ces gars-là, dans le top 10, sont vraiment proches d'un title shot. C'est très difficile à choisir. Puis c'est sûr que je les vois comme des adversaires potentiels, mais je sais en dedans de moi qu'il faut que j'aille je dois avoir, parce qu'il faut que j'aille, je dois avoir une plus grande maturité physique pour pouvoir un meilleur gabarit, pour pouvoir tenir avec des gars comme ça, puis une meilleure force mentale. Parce que je pense que oui, c'est un jeu d'échecs à ce niveau-là, mais ça reste un jeu de puissance. Il y a tellement d'éléments. Fait que je vois le top 10 comme quelque chose de vraiment dangereux. Là. Tu sais, quand tu regardes le gars, tu vois une tête de mort. Puis je pense que tous les gars du top 10 l'ont, cette tête de mort-là. Puis, Donc, tu n'essaies pas de les voir comme des idoles ou comme des. Tu essaies de les voir comme des parce gars qu'ils ont de qui tous tu peux des styles tirer peut-être quelque chose d'eux, mais en même temps, Ouais. faut que tu dises voici comment moi je pense, qu'est-ce que je devrais faire pour battre ce gars-là, c'est ça un peu? Oui, ça c'est sûr. Tu sais, c'est sûr qu'on a une pensée analytique quand on regarde ces gars-là performer. Puis des fois, il y en a que tu es comme ouf, OK, mon style va pas bien avec celui-là. Oh, mon style va bien avec celui-là. Tu sais, moi, un autre de mes combats, ce serait un dream come true, ce serait justement Max. Parce que je pense qu'on a un style très, très complémentaire. Lui, en étant, c'est sûr, bien meilleur que moi pour l'instant. Puis, mais mettons, tu me dis, tu as le choix de te battre contre Max Holloway ou Alex Volkanovski. Je match vraiment mal avec Volkanovski. Il est petit, il veut t'amener au sol. Il fait beaucoup de changements de niveau. Mettons, personnellement, si j'avais le choix de me battre entre les deux, c'est sûr que je prendrais Max parce que je trouve qu'il est grand, il fight debout, il a un style très, très flamboyant. Donc, tout ça pour dire, quand je regarde le top 10, ce sera pour 2023-2024. Je ne pense pas qu'en 2021, ça va être ma plus grosse année dans le sens d'activité. Parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à régler au Québec, puis beaucoup de projets à mettre beaucoup d'énergie. Donc, je pense que je vais y aller avec 2 combats. Mais on va voir où est-ce que ça va nous mener. Moi, 2 combats. Donc, ce serait le prochain en mars. Advenant une excellente victoire, ce serait contre Cub Swanson ensuite. Puis après ça, je prendrais le temps de mettre beaucoup d'efforts dans plein d'autres aspects de la vie que celui professionnel. Mais je vais continuer de m'entraîner à temps plein, ça c'est sûr. Mais je pense que j'ai beaucoup d'énergie à mettre sur ce que je veux bâtir derrière. Tu veux diversifier un petit peu? Charles Jourdain. Oui, absolument. Je veux voir tout ce que la vie peut nous apporter. Puis je veux pas que non plus devenir esclave d'une carrière professionnelle. Une éthique professionnelle, c'est quelque chose d'important, mais il faut mettre beaucoup de temps dans notre mentalité, surtout en ce moment. Pas mettre beaucoup de temps dans notre mentalité, mais dans notre santé mentale, la santé mentale de nos proches. Puis il y a beaucoup de gens qui vont pas bien à cause des récents événements. Donc, voilà. Donc, je termine là-dessus, c'est ça. Je ne veux pas mettre 100% de mon énergie sur le fighting en 2021, mais j'ai de la misère à m'exprimer en ce moment. Oui, je vais mettre 100%, mais c'est sûr que je ne serai pas le. Mais tu ne veux pas te battre 4 ou 5 fois. Merci beaucoup. Écoute, en train de dire que je ne vais pas mettre 100%, là, le monde va faire « Hey, il ne se force même pas. » Non, mais je pense qu'on comprend ce que tu veux. Je pense qu'on comprend ce que tu veux dire. Puis, merci beaucoup. Effectivement, tu es jeune, tu as 25 ans. C'est correct de varger dans quelque chose, de varger dans un projet, mais tu veux aussi commencer à penser à autre chose puis voir où d'autres choses peuvent te mener. Tu es un gars charismatique en plus. Je vois que tu fais attention à ton français en plus. Donc, peut-être que les médias. Les anglicismes. Qui sait? mais ça pour te dire aussi que je trouve ça vraiment intéressant, cette optique-là. Puis là, notre entrevue va se terminer là-dessus, mais ça nous donne un tremplin pour la prochaine fois où on va se parler parce que développer sur cette optique-là de dire, c'est différent de plusieurs jeunes athlètes, là, je vais te le dire, où eux pensent à rien d'autre, puis c'est le moment de se concentrer sur sa carrière. Toi, tu es un peu ailleurs, puis ça prouve que tu es ta propre personne, comme tu disais tantôt, et tu as ta propre vision des choses. Donc, j'ai très hâte qu'on se reparle, Charles, pour pouvoir peut-être expandre là-dessus, avoir plus de détails sur cette. Ouais, c'est ça. Puis entre-temps, on va voir où ça va te mener. Mais première étape, 13 mars. Charles, merci énormément. J'ai pris beaucoup de ton temps, mais merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Puis je suis sûr que les auditeurs vont vraiment, vraiment apprécier tout ça.
Charles Jourdain, Merci à toi, Ben. à J'apprécie bientôt. énormément. Ciao, guys. Ça me fait plaisir. Bye. Ciao, ciao. Cool. Merci à Charles. Et de notre côté, regardez, je vais finir ça rapidement. Le temps file, mais je veux quand même mettre la table sur ce qui s'en vient à l'UFC. On en a parlé un petit peu avec Charles, le gala de cette fin de semaine entre Max Holloway et Calvin Kattar. Un combat très important pour Max Holloway, qui était le champion, au dire de plusieurs, le plus grand champion de l'histoire des poids plumes. Il est encore classé numéro 1. Il a remporté son dernier combat après ses 2 défaites en combat de championnat. Et là, va affronter le numéro 6, Calvin Kattar, qui, lui, avec une victoire contre Holloway, mériterait probablement un combat de championnat. Vous l'avez entendu avec Charles, des gars comme Zabit, Tomagomeda, Brian Ortega qui sont toujours là, le Korean Zombie aussi. Donc, une autre, on parle souvent des 155 livres avec la profondeur, mais les 145 livres aussi, là, une division extrêmement intéressante à suivre. Ce que j'ai hâte de voir dans ce combat-là, c'est quel genre de Max Holloway on va voir. C'est un gars qui nous a habitués à frapper en volume, énormément de coups, à être vraiment l'agresseur. Et contre Volkanovski, il s'est fait un peu jouer ce tour-là. Volkanovski est un bloc de glace devant lui, un bloc de granit, et c'est Volkanovski qui a été vraiment l'agresseur. Donc, est-ce que Kattar va pouvoir s'imposer contre Holloway? Ça va être très intéressant. Sur la carte également, en demi-finale, Carlos Condit contre Matt Brown, un duel de vétérans. Est-ce que ce sera la dernière fois qu'on va les voir à l'UFC? 36 ans pour Condit, 5 défaites à ses 6 derniers combats. Brown, 40 ans, 6 défaites à ses 9 derniers. On s'entend que ça commence à être la vieille garde de leur côté. Santiago Ponzinibbio. Ceux qui suivent l'UFC depuis un certain temps savent qui est Santiago Ponzinibbio. C'est juste qu'il ne s'est pas battu depuis plus de 2 ans. Mais il y a 7 victoires de suite à 170 livres. Il était classé dans le top 15, même dans le top 10. À cause de son inactivité, son nom n'est plus là. Lui, il va affronter le Chinois Jingliang Li. Li Jingliang, en fait, qui est un très bon espoir à 170 livres chez les mi-moyens. Le grand retour du combattant argentin Santiago Ponzinibbio, ça va être très intéressant. Joachim Buckley, qui a réussi le KO de l'année l'an dernier, sera également sur la carte. Gala présenté en après-midi. Notez bien l'heure, ça va se passer du côté d'Abu Dhabi, mais c'est samedi après-midi, 13h, sur les ondes de RDS2. Non seulement c'est en après-midi, ce sera un gala pour la première fois depuis belle lurette, depuis le mois de mars l'année dernière. Il y aura des spectateurs présents, 2000 sur une capacité de 18 000 dans l'amphithéâtre du côté d'Abu Dhabi. Mais donc, ça va faire du bien de revoir des fans à des événements de l'UFC. Et c'est un gala qui, aux États-Unis, sera présenté sur la chaîne ABC, chaîne généraliste. Normalement, ces galas-là sont présentés sur ESPN+. Donc, il faut avoir un abonnement pour pouvoir assister pour regarder les galas de l'UFC aux États-Unis. Celui-là présenté sur la chaîne sœur ABC. Ça vous prouve à quel point ESPN et Disney, qui est propriétaire d'ESPN et de ABC, veut élargir son public et veut miser sur l'UFC pour élargir son bassin, améliorer ses codes d'écoute. Parce que présenter des arts martiaux mixtes un samedi après-midi à ABC, vous m'auriez dit ça il y a 3 ans, je ne vous aurais pas cru. Honnêtement, là, ça prouve à quel point les mentalités évoluent. Les grands patrons de chaînes de télévision, leur mentalité change par rapport à ce sport-là aussi. Et tout l'effort qui est fait pour rendre ça grand public commence à porter fruit. Donc, on peut dire qu'une page d'histoire va s'écrire en fin de semaine avec ce gars-là présenté à ABC. Et bien sûr, chez nous au Québec, JP et Pat seront avec vous à RDS2 dès 13h. Comme d'habitude, on va finir avec quelques actualités en arts martiaux mixtes à surveiller. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler la réunion entre Dana White et Khabib Nurmagomedov. Vous avez vu peut-être ça passer cette semaine. Dana White a dit « Je veux absolument convaincre Khabib de revenir pour au moins un gros combat. » Y a-t-il quelques critiques? Parce que, quand un combattant dit qu'il veut prendre sa retraite, normalement, dans ce sport-là, on essaie de le laisser tranquille. On se dit que c'est sa décision. Il ne veut plus manger de coups, donc laissons-le vivre sa retraite en paix. Khabib, c'est particulier. Khabib, c'est peut-être la plus grande vedette présentement à l'UFC. Et c'est sûr que si Dana White veut ramener Khabib, c'est pour un gros combat. Il y a 2 noms qui me viennent en tête. C'est soit Conor McGregor, qui doit d'abord passer Dustin Poirier dans 1 semaine et demie, ou bien sûr Georges Saint-Pierre. Et là, on ne repartira pas le débat sur Georges Saint-Pierre, mais
Habib ne reviendra pas. D'un, c'est pas sûr qu'il va revenir. Et il ne reviendra pas si ce n'est pas un de ces deux gros noms-là pour aller chercher sa 30e victoire et se retirer finalement avec une fiche de 30-0. Et en terminant, Peter Yan contre Aljamain Sterling, qui devait avoir lieu le 6 mars dernier. C'est pas mal officiel que ça va être remis à l'UFC 259 le 6 mars, donc la semaine précédant le gala où Charles Jourdain sera en action. Ce sera pour le championnat, bien sûr, des poids coqs. Et cette carte-là, l'UFC 259, commence à prendre forme et ça va en être une solide. Là. 3 combats de championnat. Si tout ça se concrétise, là, Jan Blachowicz contre Israël Adesanya à 205 livres et Amanda Nunes contre Megan Anderson chez les dames à 145 livres. Ajoutez à ça le championnat des 135 livres entre Yann et Aljamain Sterling. L'UFC 259 commence à prendre forme. Mais, tout d'abord, l'UFC revient cette fin de semaine. Donc, samedi après-midi à RDS2, Max Holloway contre Calvin Kattar. La semaine prochaine, il y aura 2 galas, dont le gros UFC 257, Conor McGregor contre Dustin Poirier. On va avoir le temps de mettre la table pour tout ça la semaine prochaine, alors que Pat Côté sera de retour. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast Dans la Cage, si ce n'est pas déjà fait. On est partout sur le RDS.ca, bien sûr, dans la zone vidéo. On est également sur la chaîne YouTube de RDS, sur omni.fm, rds.ca/balado-diffusion, application RDS, application iHeartRadio et toutes vos autres plateformes de podcast. Donc, Dans la Cage, on est facile à trouver. Merci beaucoup à Charles Jourdain, encore une fois. J'ai adoré cette entrevue. J'espère que vous l'avez également appréciée. Merci beaucoup d'avoir été là pour cet autre épisode de Dans la Cage. Je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde. Ciao!